Chers auditeurs, bienvenue et merci pour votre présence. Si vous ne m'avez pas reconnu, c'est le Lord Gaunt du Bazar des Rêves. Un petit message avant de reprendre le cours de tout ce bazar. Si vous souhaitez que cette chaîne poursuive son œuvre et fasse le poids face à celles qui ne font que compiler des audiobooks, et surtout celles qui utilisent l'intelligence artificielle pour lire des textes insipides au kilomètre, soutenez-la. Un j'aime, un ou plusieurs commentaires, un partage, ou même, soyons fous, une souscription pour avoir accès aux vidéos en exclusivité et des livres audio inédits. Je compte sur vous. À bientôt. Troisième partie. Tout doit disparaître. À 6h moins le quart, un étrange crépuscule tomba peu à peu, sournoisement, sur Castle Rock. Des cumulus se massaient à l'horizon occidental. Les grondements graves et lointains qui en provenaient venaient mourir sur les bois et les champs. Les nuages se dirigeaient vers la ville et devenaient de plus en plus denses. Les lampadaires, commandés par une cellule photovoltaïque principale, s'allumèrent avec une bonne demi-heure d'avance. Le bas de Main Street, envahi par la foule, les véhicules de police et les fourgonnettes des télés, était le théâtre de la plus grande confusion. Les craquements des appels radio se mêlaient dans l'air brûlant et immobile. Les techniciens de la télé déroulaient des câbles et invectivaient tous ceux, surtout des enfants, qui se prenaient les pieds dedans avant qu'ils aient pu les fixer temporairement au sol à l'aide de bandes adhésives. Les photographes de 4 quotidiens avaient franchi les barricades placées devant le bâtiment municipal pour prendre les photos qui paraîtraient en première page demain. Quelques natifs du cru, étonnamment peu nombreux si quelqu'un avait pris la peine d'y réfléchir, jouaient les badauds. Un correspondant de chaîne télévisée, debout dans l'éclat aveuglant d'un projecteur à haute intensité, enregistrait son compte-rendu avec le bâtiment municipal en fond de décor. Une vague de violence incompréhensible a frappé Castle Rock cet après-midi, commença-t-il, s'arrêtant court. Frappé ? Balayé ? Se demanda-t-il dégoûté. Merde, on recommence. À sa gauche, un confrère d'une autre chaîne regardait son équipe préparer ce qui serait une retransmission en direct dans moins de 20 minutes. Les curieux étaient plus nombreux à entourer les journalistes, dont le visage leur était familier par la télé, qu'à se masser devant les barricades. Il faut dire qu'il ne s'était plus rien passé depuis que 2 infirmiers de l'assistance médicale d'urgence avaient déposé dans leur ambulance le corps du malheureux Lester Pratt, enfermé dans un sac en plastique, et étaient partis avec. L'autre bout de Main Street, loin des gyrophares bleus de la police et des flaques de lumière éclatantes des équipes de télé, était presque désert. Presque. De temps en temps, une voiture ou un pick-up se garait dans l'un des emplacements en épi devant le bazar des rêves. De temps en temps, un piéton se glissait en douce sous l'auvent de la nouvelle boutique. Elle était plongée dans la pénombre et le store sur la porte d'entrée restait baissé. De temps à autre, l'un des badauds du bas de la rue s'écartait du groupe mouvant des curieux et remontait l'artère principale. Il passait devant le terrain vague de l'Emporium Galerium, devant Cousy Cousette, également fermé et sans lumière, et arrivait devant le bazar des rêves. Personne ne remarqua ce défilé furtif de visiteurs, ni la police, ni les équipes de télé, ni les journalistes, ni la majorité des badauds. Tous contemplaient la scène du crime et tournaient le dos à l'endroit où, à moins de 300 mètres, le crime se poursuivait. Si quelque observateur désintéressé avait surveillé le bazar des rêves, il n'aurait pas tardé à remarquer la reproduction d'un même type de comportement. Les visiteurs s'approchaient, ils voyaient le panneau sur la porte et lisaient « Fermé jusqu'à nouvel avis ». Les visiteurs reculaient d'un pas, une même expression de frustration et d'angoisse s'affichant sur leur visage. La tête d'un drogué qui se rend compte que son fourgueur de cam n'est pas au rendez-vous. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» disaient leurs yeux. La plupart se rapprochaient de nouveau pour lire le panonceau une deuxième fois, comme si un examen plus attentif pouvait changer le contenu du message. Certains remontaient dans leur voiture et s'en allaient. D'autres partaient à pied vers le bâtiment municipal pour profiter un moment du spectacle gratuit, l'air hébété et vaguement déçus. Mais une expression de soudaine compréhension se manifestait sur les traits de la plupart. Ils faisaient la tête de gens qui saisissent brusquement un concept fondamental, comme la manière de résumer une phrase
ou de réduire des fractions à leur plus petit dénominateur commun. Cela faisait le tour du bâtiment, pour s'engager dans l'allée qui desservait les immeubles commerciaux de Main Street. L'allée dans laquelle Ace avait garé la Tucker Talisman la nuit précédente. À une quinzaine de mètres, une tache oblongue de lumière jaune tombait d'une porte ouverte sur la chaussée rapiécée. Son éclat croissait lentement au fur et à mesure que la nuit tombait. Une ombre se tenait au milieu de cette forme oblongue, comme une silhouette découpée dans un crêpe funèbre. Elle appartenait bien entendu à Leland Gaunt. Il avait disposé une table sur le seuil. Dessus était posée une boîte à cigares Watan. Il y mettait l'argent que lui donnaient ses clients, et leur rendait la monnaie. Ceux-ci s'approchaient d'un pas hésitant, apeurés même, dans certains cas. Tous avaient cependant quelque chose en commun, la colère de gens ayant des comptes terribles à régler. Quelques-uns, mais bien peu, firent demi-tour avant d'atteindre l'étal improvisé de Gaunt. Parfois en courant, avec les yeux exorbités de ceux qui ont aperçu un diable effrayant se lécher les babines dans l'obscurité. La plupart, néanmoins, restaient pour conclure une affaire. Et pendant que Gaunt négociait avec eux, se comportant comme si cet étrange commerce d'arrière-boutique était une agréable diversion à la fin d'une longue journée, il devenait plus détendu. Le Land Gaunt appréciait l'atmosphère de sa boutique, mais il ne se sentait jamais aussi bien derrière une vitrine et sous un toit qu'ici, à l'air libre, alors que la brise annonciatrice de la tempête venait jouer dans ses cheveux. Le magasin, avec l'habile disposition de ses plafonniers, c'était bien, certes, mais ici, c'était mieux. C'était toujours mieux. Il avait commencé sa carrière bien des années auparavant comme colporteur, aéré sur une terre lointaine. Un colporteur qui transportait toutes ses marchandises sur son dos. Un colporteur qui arrivait d'ordinaire à la tombée de la nuit et repartait toujours à l'aube, laissant derrière lui un bain de sang, l'horreur et la désolation. Des années plus tard, en Europe, tandis que la peste faisait rage et que partout grondait la charrette des morts sur les pavés, il était allé de ville en ville et de pays en pays, dans un chariot tiré par un cheval blanc éthique. Un cheval au terrible regard de braise et à la langue aussi noire que le cœur d'un assassin. Il vendait ses marchandises à l'arrière de son véhicule et partait avant que ses clients, qui le payaient avec de petites pièces écornées ou en nature, puissent découvrir la vraie nature de leur achat. Les temps avaient changé, les méthodes aussi, et les visages. Mais lorsqu'ils sont sous l'empire de la nécessité, tous les visages sont les mêmes. Des visages de moutons ayant perdu leur berger. Et c'était dans ce genre de commerce qu'il se sentait le plus à l'aise, le plus près de l'époque ancienne de ces vagabondages de colporteurs, celle où il se tenait non pas à côté d'une caisse enregistreuse dernier cri Sueda, mais derrière une table bancale, à rendre la monnaie, en plongeant la main dans une boîte à cigares, et à vendre toujours et encore le même article. Les objets qui avaient tellement attiré les habitants de Castle Rock, perles noires, cintres reliques, pattes de verre, pipes, vieux illustrés, cartes de baseball, anciens kaléidoscopes, avaient tous disparu. Gaunt avait maintenant atteint le stade des affaires sérieuses, stade où elles étaient toujours les mêmes. L'objectif définitif avait peut-être changé avec les années, comme tout le reste, mais il s'agissait d'un changement superficiel, l'équivalent du glaçage différent d'un gâteau toujours identique, sombre et amer. À la fin, le Land Gaunt leur vendait toujours des armes. Et il les achetait toujours. « Merci, monsieur Warburton !» dit monsieur Gaunt au concierge, qui lui tendait un billet de $5, en même temps qu'il lui donnait l'un des automatiques rapportés par Ace de Boston. « Merci, Miss Killiken !» Il prit $10 et en rendit 8. Il leur demandait exactement ce qu'ils pouvaient payer. Pas un sou de plus. Pas un de moins. « À chacun selon ses moyens !» Telle était la devise de Leland Gaunt. Et non à chacun selon ses rêves, car tous avaient un rêve à satisfaire, et étaient venus ici pour combler ce vide douloureux en eux, et mettre un terme à leur souffrance. Je suis content de vous voir, monsieur Emerson. Oh, il était toujours content, toujours très content de faire des affaires à l'ancienne mode. Et jamais les affaires n'avaient aussi bien marché.
Alan Pangborn ne se trouvait pas à Castle Rock. Pendant que reporters et policiers d'État se rassemblaient à un bout de Main Street et que le Landgaunt concluait ses petites affaires à l'autre, il patientait dans la salle des infirmières de l'hôpital Cumberland à Brighton. L'aile Blummer était petite, 14 chambres seulement, mais ses couleurs rattrapaient la faiblesse de sa taille. Les murs étaient peints en nuances primaires éclatantes. Un mobile pendait du plafond, les oiseaux accrochés à ses rayons plongeants et se balançant gracieusement au moindre déplacement d'air. Alan était assis face à une énorme fresque qui illustrait un pot-pourri de berceuses et de chansons d'enfants. À un endroit, on voyait un homme accoudé à une table, qui tendait à un petit rustaud, quelque chose qui paraissait lui faire peur et le fasciner à la fois. Un aspect de ce tableau avait frappé Alan, et un fragment de chanson lui vint à l'esprit. Simon Le Bennet rencontre l'homme aux tartes qui s'en va à la foire. « Simon Le Bennet, dit l'homme aux tartes, viens donc goûter mes poires. » Une onde de chair de poule remonta le bras du policier. De minuscules renflements, comme des gouttes de sueur froide. Il n'aurait su dire pour quelle raison, et ça lui paraissait tout à fait normal. Jamais de toute sa vie il ne s'était senti aussi secoué et profondément désorienté qu'en ce moment. Quelque chose qui allait bien au-delà de ses facultés de compréhension se passait en ce moment à Castle Rock. C'était devenu manifeste à la fin de l'après-midi, lorsque tout avait explosé dans tous les sens. Mais le phénomène avait commencé plusieurs jours auparavant, sinon depuis une semaine. Il ignorait de quoi il s'agissait. Il avait toutefois compris que Nettie Cobb et Wilma Jerzik n'étaient que des signes avant-coureurs. Et il redoutait que les choses n'eussent fait qu'empirer depuis qu'il patientait ici, en compagnie de Simon Le Bennet et de l'homme aux tartes. Une infirmière, Miss Hendry, à en croire son badge, arriva du couloir dans le chuintement étouffé de ses semelles de crêpe, se frayant avec élégance un chemin au milieu des jouets qui encombraient le passage. Au moment où il était arrivé, une demi-douzaine d'enfants, certains avec une jambe dans le plâtre ou un bras en écharpe, d'autres avec une calvitie qu'il imputa à des traitements de chimiothérapie, jouaient dans la salle, échangeant des cubes ou des petits camions et s'interpellant joyeusement. C'était maintenant l'heure du dîner, et ils étaient soit à la cafétéria, soit dans leur chambre. « Comment va-t-il » demanda Alan à Miss Hendry. « Aucun changement. » Elle regardait le shérif avec une expression calme, où se lisait aussi un peu d'hostilité. « Il dort. Il devrait dormir. Il vient de subir un grand choc. » « Quelle nouvelle de ses parents ?»« On a appelé le père chez son employeur à South Paris. Il était en déplacement dans le New Hampshire. Si j'ai bien compris, il venait de partir pour rentrer chez lui et sera informé à son arrivée. Il devrait débarquer vers 9 heures, à mon avis, mais c'est évidemment impossible à affirmer. Et la mère ? Je ne sais pas. » L'hostilité, davantage manifeste, n'était pas tournée contre Alan. « Ce n'est pas moi qui ai donné les coups de fil. Je sais seulement qu'elle n'est pas d'ici. Le petit a vu son frère se suicider sous ses yeux. Ça s'est passé chez eux. Et pourtant la mère n'est pas encore là. Il faut m'excuser, j'ai mon chariot de médicaments à préparer. » Oui, bien sûr. Il la regarda s'éloigner, puis se leva de son siège. « Miss Hendry ?» Elle se retourna. Son regard ne s'était pas départi de son calme, mais ses sourcils haussés exprimaient l'ennui. « Voyez-vous, Miss Hendry, j'ai vraiment besoin de parler avec Sean Rusk. À un point que vous ne pouvez pas imaginer. »« Ah ?» fit-elle d'un ton froid. « Quelque chose. » Alan pensa brusquement à Polly, et sa voix se brisa. Il s'éclaircit la gorge et reprit. « Il se passe quelque chose dans ma ville. Le suicide de Brian Rusk n'est qu'un élément, à mon sens. Et je crois également que Sean Rusk peut détenir la clé de tout le reste. Shérif Pangborn, Sean n'a que 7 ans. Et s'il sait vraiment quelque chose, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'autres policiers ici ? D'autres policiers. Des policiers qualifiés. Voilà ce qu'elle voulait dire. Des policiers qui n'interrogent pas des gamins de 11 ans dans la rue et les envoient ensuite se suicider chez eux, au fond d'un garage. Tout simplement parce qu'ils sont débordés, et parce qu'ils ne connaissent pas la ville comme moi je la connais. Je vois. Elle se tourna de nouveau. Miss Hendry, on manque de personnel ce soir, shérif, et il me reste beaucoup à faire. Brian Rusk n'est pas le seul incident mortel de la journée à Castle Rock. Il y en a eu au moins 3 autres. Un homme, le propriétaire du pub local, a été dirigé sur l'hôpital de Norway après avoir reçu un coup de fusil. Il survivra peut-être, mais ça va être la corde raide pour lui dans les 2 jours qui viennent. Et quelque chose me dit que le carnage n'est pas terminé.
Il avait enfin réussi à retenir son attention. « Vous croyez que Sean Rusk pourrait être au courant de quelque chose ? Il sait peut-être pourquoi son frère s'est tué. Si oui, cela peut nous donner la clé du reste. S'il se réveille, vous me le direz. » Elle hésita avant de répondre. « Ça dépendra de son état mental. Je ne vous laisserai pas aggraver la condition d'un petit hystérique, quelles que soient les choses qui se passent dans votre ville. » « Je comprends. »« Vraiment ? Parfait. » Elle lui adressa un regard qui signifiait « Alors restez assis bien tranquillement et ne venez plus m'embêter. » Avant de passer derrière son haut bureau, elle s'assit et il l'entendit qui manipulait bouteilles et boîtes de médicaments. Alan se leva, alla jusqu'au taxiphone au fond du couloir et fit une fois de plus le numéro de Polly. Et une fois de plus, la sonnerie s'éternisa. Il composa celui de Cousy Cousette, tomba sur le répondeur et raccrocha. Il revint s'installer sur sa chaise pour continuer à contempler la fresque de chansons. « Vous avez oublié de me poser une question, Miss Henry, » pensa Alan. « Vous avez oublié de me demander pourquoi je restais assis ici, alors qu'il se passait tant de choses dans le comté où je suis censé assurer la loi et l'ordre parmi les gens qui m'ont élu. Vous avez oublié de me demander pourquoi je ne mène pas mon enquête pendant qu'à sous-fifre, le vieux Sid Thomas, par exemple, poireaute ici en attendant le réveil de Sean Rusk. Vous avez oublié de me demander tout cela, Miss Henry. Et je connais un secret. Je suis bien content que vous ayez oublié. C'est ça le secret. » La réponse à ces questions était aussi simple qu'humiliante. Sauf à Portland et à Bangor, les affaires de meurtre relevaient non pas du shérif, mais de la police d'État. Henry Peyton lui avait laissé les rênes dans celle du duel de Wilma et de Nettie, mais il les avait depuis fermement reprises. Il ne pouvait faire autrement. Des représentants de tous les journaux et de toutes les chaînes de télé du sud du Maine étaient en ce moment à Castle Rock, ou sur le point d'y débarquer. Dans pas longtemps, leurs collègues de tout le reste de l'État allaient les rejoindre. Et si, comme le redoutait Alan, les choses n'étaient pas vraiment terminées, c'est de tout le pays qu'allaient affluer les journalistes. Telle était la simple réalité de la situation. Mais cela ne changeait rien à ce que ressentait Alan. L'impression d'être un joueur qui reste sur le banc de touche et qui se retrouve sous la douche sans avoir touché une balle. L'impression de s'être fait baiser. Tout en regardant Simon Le Benet, il entreprit de faire les comptes. Lester Pratt était mort. Il était arrivé au poste de police dans un état de jalousie frénétique et avait attaqué John Lapointe, à cause de sa petite amie apparemment. Pourtant, John avait déclaré à Alan, avant l'arrivée de l'ambulance, qu'il n'avait pas revu une seule fois Sally en tête-à-tête depuis 1 an. « Je faisais que la voir de temps en temps dans la rue, et même là ne me regardaient pas, et ils ont décidé que j'étais un monstre. » Il avait touché son nez cassé et grimacé. « Je m'en font vraiment un en ce moment. » John était à l'heure actuelle hospitalisé à Norway avec un nez cassé, une mâchoire fracturée et peut-être des blessures internes. Sheila Brigham était aussi à l'hôpital en état de choc. Hugh Priest et Billy Tupper étaient morts tous les deux. La nouvelle était arrivée au moment où Sheila commença à avoir sa crise de nerfs. Un coup de téléphone du livreur de bière, qui avait eu le bon sens d'appeler les urgences avant le shérif. Il n'en avait pas moins paru aussi hystérique que Sheila au bout du fil. Mais Alan n'avait pas pu lui en vouloir, il s'était lui-même senti sur le point d'éclater. Henry Beaufort est critique. Blessures multiples par coup de feu. Norris Ridgwick manquant à l'appel. Et c'était peut-être ce qui lui faisait le plus mal. Alan l'avait cherché des yeux après l'appel du livreur de bière, mais Norris avait disparu. Alan avait cru sur le moment qu'il était sorti pour arrêter Danforth en bonne et due forme, et qu'il allait le voir réapparaître remorquant le maire. Mais la suite lui prouva que personne n'avait procédé à l'arrestation de Keaton. Alan supposait que les flics de l'État l'intercepteraient s'il lui tombait dessus au cours de leurs investigations. Mais sinon, il n'y fallait pas compter. Ils avaient des choses plus importantes à faire. Entre-temps, Norris avait tout simplement disparu. Où qu'il fût, il s'y était rendu à pied. Lorsqu'Alan avait quitté Castle Rock, la coccinelle de son adjoint gisait toujours sur le flanc, au beau milieu de la rue commerçante. Les témoins racontaient que Buster était entré dans la Cadillac, en passant par la fenêtre, avant de partir au volant de sa voiture. La seule personne à avoir tenté de l'arrêter avait chèrement payé son civisme. Scott Garson était hospitalisé au Northern Cumberland, avec la mâchoire, la pommette, le poignet et 3 doigts fracturés. Il aurait pu s'en tirer encore plus mal d'après les témoins. Buster aurait délibérément essayé de lui passer dessus pendant qu'il gisait au sol. Lenny Patridge, la clavicule et Dieu seul sait combien de côtes cassées, se trouvaient dans le même établissement. Andy Clutterbuck avait rapporté la nouvelle de ce dernier désastre
alors qu'Alan essayait encore de comprendre comment le premier magistrat de la ville s'était si vite retrouvé fuyant la justice, enchaîné à une grosse Cadillac rouge. Hugh Priest avait fait arrêter Lenny, semblait-il, pour s'enfuir dans la voiture du vieillard, après l'avoir rudoyé. Alan supposa qu'il retrouverait la voiture de Lenny dans le parking du Milo Tiger, puisque c'était là que Priest avait mordu la poussière. Et bien entendu, il y avait Brian Rusk, qui s'était logé une balle dans la tête à l'âge avancé de 11 ans. Clutt avait à peine commencé le récit de ses aventures que le téléphone sonnait de nouveau. Sheila n'était plus là. Alan avait décroché et entendu la voix hystérique d'un petit garçon, celle de Sean Rusk, qui avait composé le numéro inscrit sur l'étiquette fluo collée à l'appareil de la cuisine. En tout, les ambulances des services d'urgence de 4 villes différentes étaient venues faire un tour à Castle Rock dans l'après-midi. Tournant le dos à Simon le Bonnet et à l'homme aux tartes, les yeux perdus sur le mobile aux oiseaux de plastique qui oscillaient au bout de leur fil, Alan revint une fois de plus sur l'incident intervenu entre Priest et Lenny Partridge. L'une des confrontations les moins spectaculaires de la journée, certes, mais sans doute la plus étrange. Il avait l'impression que la clé de toute cette affaire se cachait peut-être précisément dans cette étrangeté. Au nom du ciel, pourquoi avoir pris la voiture de Lenny s'il avait un compte à régler avec Henry Beaufort ? Avait demandé Alan à Clutt, passant la main dans des cheveux déjà en bataille. Pourquoi prendre ce vieux tas de ferraille ? Parce que la Buick de Priest n'avait plus un seul pneu entier. Quelqu'un a dû les lacérer à coups de couteau, sans doute. Clutt avait haussé les épaules, mal à l'aise, tout en contemplant le Capharnaüm qui était devenu le poste de police. Il a peut-être pensé que c'était Beaufort qui l'avait fait ? Eh bien oui, pensait maintenant Alan. Peut-être. Délirant, soit, mais l'était-ce davantage que Wilma Jerzik s'imaginant que Nettie Cobb avait balancé de la boue sur ses draps, puis des cailloux dans ses fenêtres ? Que Nettie se persuadant que Wilma avait tué son chien ? Alan n'avait pas eu le temps de questionner Clutt davantage. Henry Peyton était arrivé et lui avait déclaré aussi gentiment que possible qu'il prenait les choses en main. Alan avait acquiescé. « Il y a une chose que vous devez trouver, Henry, et le plus vite possible. »« Quoi donc ?» avait demandé Henry. Mais Alan s'était rendu compte, le cœur serré, que le représentant de la police d'État l'écoutait d'une oreille distraite. Son vieil ami, le seul qu'il se fût fait dans la communauté policière depuis qu'il avait été élu shérif, mais un ami de poids, se concentrait déjà sur d'autres objectifs. Comment déployer ses forces, étant donné l'étendue des incidents, devait être l'un des premiers. Il faut découvrir si Henry Beaufort était aussi en colère contre Hugh Priest que Priest l'était apparemment contre Beaufort. Comme il est inconscient, on ne peut pas le lui demander pour le moment. Mais lorsqu'il se réveillera... On le fera. L'avait coupé Henry en lui donnant une claque sur l'épaule. Puis, élevant la voix... Brooks ! Morrison ! Par ici ! Alan l'avait regardé s'éloigner, non sans avoir envie de lui courir après, de l'empoigner et de l'obliger à écouter. Il ne le fit pas parce que Henry, Hugh, Lester, John, sans compter Wilma et Nettie, commençaient à perdre toute réalité pour lui. Les morts étaient morts. On s'occupait des blessés. Les crimes avaient été commis. Sauf que le shérif n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression, aussi effrayante qu'insidieuse, que la manœuvre criminelle se poursuivait. Lorsqu'Henry l'avait laissé pour aller donner ses ordres, Alan avait rappelé Clutt. L'adjoint s'était avancé les mains dans les poches, une expression morose sur le visage. « On s'est fait débarquer, Alan. Comme des malpropres. Bon Dieu !»« Pas complètement. Il avait espéré paraître convaincant. Tu vas me servir d'agent de liaison ici, Clutt. »« Où vas-tu ?»« Chez les Rusk. » Mais une fois là-bas, il n'avait plus trouvé personne. L'ambulance dans laquelle on avait mis le malheureux Scott Garson avait fait un détour pour recueillir Sean. Elle roulait vers l'hôpital Northern Cumberland. Le deuxième corbillard de Harry Samuel, une vieille Lincoln à caisse surélevée, avait emporté le corps de Brian Rusk pour autopsie à Oxford. Le meilleur véhicule de Samuel, celui qu'il appelait la voiture d'entreprise, sans ajouter de pompe funèbre, était déjà parti pour la même destination, avec Priest et Billy Tupper. Il va falloir les empiler comme du bois de chauffe dans cette petite morgue, avait pensé Alan. C'est en arrivant chez les Rusk qu'Alan s'était rendu compte d'une manière aussi viscérale qu'intellectuelle à quel point on l'avait mis hors circuit. 2 des enquêteurs de Henry l'avaient précédé et lui avaient clairement fait comprendre qu'il pouvait rester à condition de ne pas tenter de sortir un aviron pour se mettre à ramer avec eux. Il était resté un moment à les observer depuis le seuil de la cuisine,
se sentant aussi utile qu'une cinquième roue à un carrosse. Cora Rusk répondait avec lenteur, comme si elle était droguée. Alan pensa que c'était le choc, à moins que les infirmiers qui avaient emporté les restes de son fils ne lui eussent administré un calmant avant de partir. Elle lui rappelait de façon étonnante l'impression que lui avait fait Norris lorsqu'il était sorti par la fenêtre de sa coccinelle renversée. Tranquillisant ou choc, toujours est-il que les enquêteurs n'en avaient pas tiré grand-chose. Elle ne pleurait pas, mais elle était néanmoins incapable de se concentrer suffisamment sur leurs questions pour leur donner des réponses exploitables. « Elle ne savait rien, dit-elle. Elle était au premier où elle faisait la sieste. Pauvre Brian, ne cessait-elle de répéter. Pauvre, pauvre Brian. » Mais elle exprimait ce sentiment d'un ton monocorde, qui donna la chair de poule à Alan. Elle ne cessait de tripoter une paire de vieilles lunettes de soleil dont une des branches avait été réparée avec du tissu adhésif, tandis que l'un des verres était craquelé. Alan était parti pour l'hôpital, écœuré. Il se leva pour aller au taxiphone du fond du hall d'entrée. Il essaya de nouveau inutilement de joindre Polly, puis fit le numéro de son propre bureau. La voix qui lui répondit grogna « Police d'État ?» Et Alan ressentit une bouffée de jalousie enfantine. Il s'identifia et demanda Clutt. Au bout d'au moins 5 minutes, il entendit la voix de son adjoint. « Désolé, Alan. Ils ont simplement laissé le téléphone traîner sur le bureau. T'as de la chance que je sois venu jeter un coup d'œil. Ces bons vieux tuniques bleues se foutent complètement de nous. » « Laisse tomber, Clutt. Dis-moi, est-ce qu'on a enfin cravaté Keaton ?»« Eh bien, je ne sais pas trop comment te dire, Alan, mais... » Le shérif sentit une boule se former à hauteur de son estomac et ferma les yeux. Il avait eu raison. Ça continuait. « Laisse tomber les manières. Vide ton sac. »« Buster, Danforth, je veux dire, est retourné chez lui et a fait sauter la poignée de la Cadillac avec un tournevis. Celle à laquelle il était attaché. »« Oui, je sais, » répondit Alan, les yeux toujours fermés. « Eh ben... il a tué sa femme, Alan. Avec un marteau. C'est pas un flic d'Oxford qui l'a trouvé parce que Buster n'intéressait pas beaucoup ces messieurs il y a 20 minutes. C'est Sid Thomas. Il est passé vérifier au domicile de Buster, il a signalé ce qu'il a trouvé et... il est revenu depuis moins de 5 minutes. Il a mal à la poitrine d'après ce qu'il dit. Mais ça ne m'étonne pas. Il m'a raconté qu'il ne restait plus rien de la figure de Madame Keaton. Il y avait des cheveux et des intestins partout. Il y a quasiment un peloton au grand complet de tunique bleue là-haut maintenant. J'ai installé Sid dans ton bureau. J'ai trouvé plus prudent de le faire asseoir avant qu'il tombe. Bordel de Dieu. Amène-le tout de suite voir Ray Van Allen, Clutt. Il a 62 balais et il se ramone au camel depuis le déluge. Ray est parti à Oxford pour essayer d'aider ses confrères à recoudre tous les morceaux de Beaufort. Alors son assistant, comment s'appelle-t-il? Ah oui, Frankel, Everett Frankel. Introuvable. Ni dans son cabinet, ni chez lui. Sa femme ne sait pas où il est passé? Il est célibataire. Oh merde. Quelqu'un avait griffonné quelque chose au-dessus du téléphone. Dans la vie, faut pas s'en faire. Tu parles, se dit Alan, amer. Je peux l'emmener à l'hôpital, proposa Clutt. J'ai besoin de toi là où tu es. Les journalistes et les titres de la télé sont-ils là? Ouais, ça grouille de partout. Bon, vois comment va ce site dès qu'on a terminé. S'il ne se sent pas mieux, voilà ce que tu vas faire. Tu sors me choper un de ces journalistes, un qui n'est pas l'air trop crétin, tu le nommes adjoint sur le champ et tu le fais conduire site au Northern Cumberland. D'accord. Clutt hésita, puis éclata. J'ai voulu aller chez les Keaton, mais ces enfoirés de troopers n'ont même pas voulu que je les accompagne. Qu'est-ce que tu dis de ça, Alan? Ces salauds refusent d'accepter un shérif adjoint sur la scène du crime. Je sais ce que tu ressens. Moi non plus, ça me plaît pas. Mais ils font leur boulot. Peux-tu voir Sid d'où tu es? Ouais. Et alors, il est encore vivant? Il est assis à ton bureau. Il fume une cigarette et il parcourt maintien de l'ordre en milieu rural. C'est parfait. Alan se sentait l'envie de pleurer ou de rire, voire de faire les deux à la fois. Le tableau est parfait. Est-ce que Polly Chalmers a appelé? Attends une minute que je regarde la main courante. Je la trouvais plus. Si, elle a appelé juste avant 3h30. Alan fit la grimace. Pour celui-là, je suis au courant. Et plus tard? Rien là-dessus, mais ça veut rien dire.
Avec Sheila partie et tous les ours de la police d'État tournés en rond, qui peut le dire? Merci, Clut. Autre chose que je devrais savoir? Ouais, une ou deux. Balance. On a trouvé le pistolet avec lequel Priest a tué Henry. Mais David Friedman, du service de balistique d'Oxford, dit qu'il n'a jamais vu ce modèle. C'est un automatique, mais il ne correspond à aucune marque connue. Tu es bien sûr qu'il s'agit de David Friedman? Friedman? Ouais, absolument. Il doit le savoir. Question arme à feu, il en connaît plus que tous les guides réunis. Eh ben, pourtant il cale. J'étais là au moment où il parlait à ton copain Peyton. Il a dit qu'il ressemblait un peu à un Mauser allemand, mais qu'il y manquait les marques habituelles et que la culasse était différente. Je crois qu'ils l'ont envoyé à Augusta, avec une tonne d'autres pièces à conviction. Quoi encore? Ils ont trouvé une lettre anonyme sur la pelouse de Henry Beaufort, roulée en boule, pas loin de sa voiture. Tu te souviens de sa Thunderbird? Elle a été vandalisée, comme la brique de Priest. Alan eut l'impression qu'une grande main molle venait de le frapper en plein visage. Et qu'est-ce qu'elle disait? Attends une minute. Alan entendit le bruissement de feuilles que Claude tournait dans son carnet. Voilà. Ne t'avise pas de recommencer à m'empêcher de boire pour ensuite me garder les clés, espèce de bouffeur de grenouilles. Bouffeur de grenouilles? Beaufort est d'origine québécoise. Française, quoi. Il eut un petit rire nerveux. Bouffeur de grenouilles est même souligné. Et tu dis que sa voiture a été abîmée? Un peu. Tous les pneus entaillés, comme la brique de Priest. Et une longue éraflure tout le long de la carrosserie côté passager. D'accord. Encore autre chose à faire. Va chez le coiffeur puis à la salle de billard si nécessaire. Et trouve-moi avec qui Beaufort s'est engueulé dernièrement. Mais les troopers... Qu'ils aillent se faire foutre, répondit Alan sans se forcer. C'est notre ville. Nous on sait à qui poser les questions. On sait où trouver les gens. Voudrais-tu me faire croire que tu n'es pas capable de dégoter quelqu'un au courant de l'histoire en moins de 10 minutes? Bien sûr que non. Admit Clut. En revenant de Castle Hill, j'ai vu Charlie Fortin qui bagnaudait avec des types devant Western Auto. Si Beaufort a eu une prise de bec avec quelqu'un, Charlie le saura. Il est quasiment en pension, mais au Tiger. Oui. Les tuniques bleues l'ont-ils interrogé? Non. Alors tu le fais, toi. Cela dit, je crois qu'on connaît tous les deux la réponse, non? Que Priest. Voilà qui a le parfum indubitable de la vérité, répondit Alan, qui pensa. Et ce n'est peut-être pas si loin de la première hypothèse de Peyton, en fin de compte. D'accord, Alan, je m'en occupe. Et rappelle-moi dès la minute où c'est confirmé. Non, dès la seconde. Il lui donna le numéro de téléphone et le lui fit répéter pour s'assurer qu'il l'avait bien noté. Entendu. Puis il explosa. Mais enfin, nom de Dieu! Qu'est-ce qui se passe, Alan? Aucune idée. Il se sentait très vieux, très fatigué, et très en colère. Non pas contre Peyton pour l'avoir mis sur la touche dans cette affaire, mais contre celui qui avait la responsabilité de ce monstrueux feu d'artifice. Et il se sentait de plus en plus sûr qu'à la base de tous ces événements, il n'y avait qu'un seul et unique agent. Wilma et Nettie, Henry et Hugh, Lester et John. Quelqu'un les avait branchés entre eux comme des bâtons de dynamite. Je ne sais pas, Clut, mais on va le trouver. Il raccrocha et composa de nouveau le numéro de Polly. Il sentait s'effriter son besoin de tirer les choses au clair avec elle, de comprendre ce qui avait pu la rendre tellement furieuse contre lui. Le sentiment qui avait insidieusement commencé à prendre sa place était encore moins rassurant. Une angoisse profonde, sans objet précis. L'impression croissante qu'elle courait un danger. La sonnerie se prolongea, mais personne ne décrocha. « Polly, je t'aime, et nous avons besoin de parler tous les deux. »« Polly, je t'aime, et nous avons besoin de parler tous les deux. Je t'en prie, prends ce téléphone. Polly, je t'aime, et... » La litanie continuait à se dévider dans sa tête comme un jouet remonté à bloc. Il eut envie de rappeler Clut et de lui demander d'aller voir sur le champ ce que fabriquait Polly, toute affaire cessante. Mais c'était impossible. Ce serait une erreur, une faute même, alors qu'il y avait sans doute d'autres bâtons de dynamite qui n'attendaient que le moment d'exploser à Castle Rock. Oui, mais si Polly était justement l'un d'eux? Cette idée provoqua une association enfouie en lui, mais elle se dissipa avant qu'il eût pu s'en saisir. Il raccrocha lentement le combiné, qui coupa une dernière sonnerie. Polly n'y tenait plus. Elle roula sur le côté, tendit la main, et le téléphone se tut
en milieu de sonnerie. « Bien, se dit-elle. Bien, ce n'était pas si sûr. Allongée sur son lit, elle écoutait les roulements du tonnerre s'intensifier. Il faisait chaud au premier, aussi chaud qu'en plein mois de juillet, mais elle devait renoncer à aérer. Dave Phillips, l'homme à tout faire de la ville, lui avait posé des fenêtres de sécurité la semaine dernière. Elle avait donc enlevé le vieux jean et la blouse défraîchie qui lui avait servi pour son expédition à la campagne et les avait posés sur la chaise. Elle gisait sur le lit en sous-vêtements, espérant faire un petit somme avant de se lever et de prendre une douche, mais incapable de trouver le sommeil. En partie à cause des sirènes, mais surtout à cause d'Alan, ce qu'Alan avait fait. Elle n'arrivait pas à comprendre cette trahison grotesque de tout ce qu'elle avait cru, de tout ce en quoi elle avait placé sa confiance. Et cependant, les faits étaient là, incontournables. Son esprit essayait de s'intéresser à autre chose. Les sirènes, par exemple, qui avaient l'air d'annoncer la fin du monde. Et soudain, c'était à lui qu'elle pensait. À la manière sournoise dont il avait manœuvré derrière son dos, fouiné dans son passé. Impression de sentir une écharde venir se planter dans quelque partie tendre et intime de son anatomie. « Oh Alan, comment as-tu pu ?» lui demandait-elle, et se demandait-elle. La voix qui lui répondit la surprit. C'était celle de Tante Evie. Et derrière la sécheresse affective dont elle avait toujours fait preuve, Polly sentit une colère puissante qui la troubla. « Si tu avais commencé par lui dire la vérité, ma fille, il n'aurait pas eu besoin de fouiner. » Elle se mit brusquement sur son séant. Une voix troublante, d'accord, mais le plus troublant était néanmoins qu'il s'agissait de sa propre voix. Tante Evie était morte depuis bien longtemps, et l'inconscient de Polly se servait de ses intonations pour exprimer sa colère, à la manière dont un ventriloque utiliserait sa marionnette pour demander un rendez-vous à une jolie fille et... « Si tu avais commencé par lui dire la vérité, ma fille, il n'aurait pas eu besoin de fouiner. »« Arrête ça, ma fille. Je t'ai pourtant déjà dit que cette ville était pleine de fantômes, non ? C'est peut-être bien moi. Pourquoi pas ?» Polly émit un petit gémissement pleurnichard et effrayé, et porta la main à sa bouche. « Ou peut-être pas. En fin de compte, c'est sans importance que ce soit moi ou non. La bonne question à se poser est la suivante, Trisha. Qui a péché la première ? Qui a menti la première ? Qui a maquillé la vérité la première ? Qui a lancé la première pierre ? » « Ce n'est pas juste !» protesta-t-elle. Elle regarda son reflet, avec ses yeux agrandis et effrayés, dans le miroir de la chambre surchauffée. Elle attendit le retour de la voix de Tante Evie. Rien ne vint, et elle s'allongea de nouveau, lentement. Elle avait peut-être péché la première, d'accord. Si omettre une partie de la vérité et commettre quelques menus mensonges, des détails, était un péché. D'accord, elle avait un peu maquillé la vérité. Mais cela donnait-il à Alan le droit d'ouvrir une enquête sur elle, à la manière dont un policier enquêterait sur un criminel notoire ? Cela lui donnait-il le droit d'écrire son nom sur un document qui allait circuler entre les États, ou d'envoyer une demande de renseignement, peu importe comment ils appelaient ça, ou... « Peu importe, Polly !» murmura une voix qu'elle connaissait. « Arrête de te torturer à propos de quelque chose qui était un comportement normal de ta part. Car enfin, tu as bien entendu la culpabilité dans sa voix, non ? » « Oui, » marmonna-t-elle dans son oreiller. « C'est vrai, je l'ai entendu. Qu'est-ce que tu dis de ça, Tante Evie ?» Il n'y eut pas à proprement parler de réponse, seulement une impression bizarre qui chiffonnait. « La bonne question est la suivante, Trisha. » Son inconscient. Comme si elle avait oublié quelque chose, laissé quelque chose de côté. « Veux-tu un bonbon, Trisha ?» Dans la question. Elle roula sur le côté, énervée, et Laska vint se poser contre la rondeur de son sein. Elle entendit gratter contre la paroi en argent. « Non, » se dit-elle, « c'est simplement quelque chose qui s'est déplacé, quelque chose d'inerte. L'idée que la chose en question est vivante, c'est juste ton imagination.
La boule d'argent eut une oscillation infime entre son soutien-gorge et la couverture. « Cette chose est vivante, Trisha. Cette chose est vivante, et tu le sais, » fit la voix de tante Evie. « Ne sois pas idiote, » lui dit Polly, se retournant de l'autre côté. « Comment pourrait-il y avoir une créature vivante là-dedans ? Elle pourrait à la rigueur respirer par tous ces petits trous, mais de quoi se nourrirait-elle ? » « C'est peut-être de toi qu'elle se nourrit, Trisha, » répondit tante Evie avec une douceur implacable. « Polly, murmura-t-elle, on m'appelle Polly. » Cette fois-ci, la chose qui lui tiraillait l'inconscient se manifesta, plus fort, de manière presque inquiétante, et elle fut sur le point de s'en saisir. C'est alors que le téléphone se mit une fois de plus à sonner. Elle eut un hoquet et s'assit sur le lit, une expression de découragement et d'épuisement sur le visage. Orgueil et désir luttaient en elle. « Parle-lui, Trisha. Quel mal peut-il y avoir ? Ou mieux encore, écoute ce qu'il a à te dire. C'est quelque chose que tu n'as jamais beaucoup fait, n'est-ce pas ? » « Je n'ai aucune envie de lui parler, pas après ce qu'il a fait. »« Mais tu l'aimes toujours ?»« Oui, c'était exact. » Sauf que maintenant, elle le haïssait tout autant. La voix de tante Evie s'éleva une fois de plus dans son esprit. « Veux-tu être un fantôme toute ta vie, Trisha ? Mais qu'est-ce que tu as, ma fille ?» Polly tendit la main, sa main souple, qui ne la faisait plus souffrir, vers le téléphone d'un geste faussement décidé. Mais elle l'arrêta au moment de prendre le combiné, parce que ce n'était peut-être pas Alan, mais M. Gaunt. Et peut-être M. Gaunt voulait lui dire qu'elle n'en avait pas encore fini avec lui, qu'il restait quelque chose à payer. Elle reprit son geste, toucha le téléphone du bout des doigts, puis battit en retraite. Ses deux mains s'étreignirent, serrées contre son ventre. Elle avait peur de la voix de la morte, de ce qu'elle avait fait cet après-midi, de ce que M. Gaunt ou Alan pourraient raconter partout à propos de la mort de son fils, ou encore de ce que signifiait ce vacarme de sirènes et de voitures lancées à toute vitesse. Plus que tout cela, se rendit-elle cependant compte, c'était de Leland Gaunt lui-même qu'elle avait peur. Elle avait l'impression d'avoir été attachée au battant d'une énorme cloche de fer. Une cloche qui, si elle se mettait à sonner, l'assourdirait, la rendrait folle et la réduirait en bouillie simultanément. Le téléphone se tut. À l'extérieur, une autre sirène se déclencha. Tandis que son ululement s'éloignait vers le Tin Bridge, le tonnerre gronda à nouveau, plus proche que jamais. « Enlève ça, ma chérie, » lui murmura la voix de tante Evie. « Enlève ça, tu peux le faire. Ça n'exerce un pouvoir que sur ton besoin, pas sur ta volonté. Enlève ça, romps son emprise sur toi. » Mais elle regardait le téléphone et se souvenait de la nuit, moins d'une semaine auparavant, où, tendant le bras pour le prendre, elle l'avait heurté des doigts et renversé au sol. Elle se souvenait de la douleur qui avait planté ses griffes dans son bras avant de le remonter, comme un rat affamé aux dents déchiquetées. Elle ne pouvait retomber dans cet état. Elle ne pouvait tout simplement pas. Non ? Quelque chose de très malsain se passe à Castle Rock ce soir, reprit tante Evie. As-tu envie de te réveiller demain et de devoir reconnaître dans quelle mesure tu en es responsable ? Tiens-tu à ajouter encore ça au reste, Trisha ? Mais tu ne comprends pas, gémit-elle. Ce n'était pas dirigé contre Alan, mais contre Ace Merrill. Et il mérite ce qui lui arrive. La voix implacable de tante Evie lui répliqua. Alors toi aussi, ma chérie. Toi aussi. À 6h20 ce mardi soir, tandis que s'approchaient les nuages d'orage et que l'obscurité véritable venait remplacer le crépuscule, l'officier de police qui avait remplacé Sheila Brigham au central passa dans la salle principale du poste de police. Il fit le tour de la zone, vaguement en forme de pointe de diamant, délimitée par un adhésif marqué scène du crime, et courut vers Peyton. Celui-ci avait un air défrisé et malheureux. Il venait de passer 5 minutes avec ces messieurs-dames de la presse
et se sentait comme toujours dans ce cas-là. Impression d'avoir été enduit de miel, puis obligé de se rouler dans un gros tas de merde de hyènes infesté de fourmis. Sa déclaration n'avait pas été aussi bien préparée, c'est-à-dire n'avait pas été assez fumeuse tout en étant irréprochable, qu'il aurait aimé. Les gens de la télé lui avaient forcé la main. Il tenait à avoir des mises au point en direct, pendant la période de 18 à 18h30 du bulletin d'information locale. Ça leur paraissait une nécessité, et s'il ne leur avait pas jeté un os à ronger, ils se seraient retrouvés crucifiés sans aucun doute pour le bulletin de 23h. De toute façon, son martyre avait déjà commencé. Jamais, au cours de sa carrière, il n'avait frôlé d'aussi près le risque de lâcher qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. Il n'avait pas quitté la conférence de presse impromptue, il l'avait fui. Peyton se mit à regretter de ne pas avoir écouté plus attentivement Alan. À son arrivée, il avait eu l'impression qu'il s'agissait avant tout de reprendre les choses en main et d'évaluer la casse. Mais il commençait à se poser des questions. Il y avait eu de nouveaux meurtres depuis qu'il avait pris la direction des opérations, celui de Myrtle Keaton. Son mari se promenait toujours dans la nature, et roulait probablement au-delà des collines à l'heure actuelle. Mais il pouvait tout aussi bien danser la danse du scalp dans les environs de cette ville de cinglés. Un type qui avait descendu sa femme à coups de marteau. Un psychopathe en pleine crise, en d'autres termes. Le problème était qu'il ne connaissait pas ces gens. Alan et ses adjoints les fréquentaient, mais Alan et Rajwick n'étaient pas là. La pointe se trouvait à l'hôpital, se demandant avec anxiété si les médecins seraient capables de lui rendre son ancien nez droit. Il chercha Clutterbuck des yeux, et ne fut pas tellement surpris, au fond, de constater qu'il s'était évaporé. « Vous voulez la faire, Henry ? Parfait, elle est à vous. Et en ce qui concerne les suspects, pourquoi ne pas vous servir de l'annuaire du téléphone ?» Il croyait entendre la voix de Pangborn dans sa tête. « Lieutenant Peyton, lieutenant Peyton !» interpella l'officier de service au téléphone. « Quoi ?» gronda-t-il. « Le docteur Van Allen sur la radio, il veut vous parler. »« De quoi ?» ?»« Il n'a pas voulu le dire, il a simplement déclaré qu'il voulait vous parler à vous. » Henry Peyton se dirigea vers la cabine où se trouvait le central, se sentant de plus en plus comme un gosse juché sur une bicyclette sans frein, lancé dans une descente vertigineuse, un précipice à droite, une muraille rocheuse à gauche et une horde de loups à tête de journaliste à ses trousses. Il prit le micro. « Ici Peyton, à vous. »« Docteur Van Allen, médecin légiste du comté. » La voix était creuse et lointaine, interrompue par moments par des explosions d'électricité statique. « Elle devait provenir de la tempête qui approchait, » pensa Peyton. « Qu'est-ce qu'on va se marrer ?»« Oui, je sais qui vous êtes. Vous avez accompagné M. Boffin à Oxford. Comment va-t-il ? À vous. »« Il est... » « Vous avez été interrompu, docteur, » dit Henry en manifestant aussi peu d'impatience que possible. « Il semble qu'on va avoir droit à un orage électrique de première grandeur. Veuillez répéter, à vous. »« Mort !» cria Van Allen, à travers les crépitements de l'électricité statique. « Il est mort dans l'ambulance, mais nous avons tout lieu de penser que ce n'était pas à cause du traumatisme du coup de feu. Vous comprenez ? Nous ne croyons pas que le patient soit mort des suites du traumatisme dû au coup de feu. Son cerveau a été victime d'un œdème atypique qui a provoqué des anévrismes cérébraux. Le diagnostic le plus vraisemblable est qu'une substance extrêmement toxique a été introduite dans le sang au moment du coup de feu. Cette même substance semble avoir fait littéralement éclater son cœur. Bien compris ? Oh bordel de Dieu, pensa Peyton. Il défit son nœud de cravate, déboutonna son col, puis appuya de nouveau sur le bouton transmission. Message bien reçu, docteur Van Allen. Mais que je sois pendu si je comprends quelque chose. À vous. La toxine était vraisemblablement déposée sur les balles. L'infection s'est développée tout d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Nous avons 2 zones d'introduction très nettes en forme d'éventail, à la joue et à la poitrine. C'est très important de... Compris ? À vous. Répétez, docteur. Henry se demandait pourquoi le médecin n'avait pas tout simplement décroché un téléphone. S'il vous plaît, répétez. Qui détient cette arme actuellement ? À vous ! Hurla Van Allen. David Friedman, expert en balistique. Il l'a emporté à Augusta. À vous. A-t-il commencé par la décharger ? Oui, c'est la procédure. À vous. Était-ce un revolver ou un automatique, lieutenant Peyton ? Ce détail est essentiel. À vous. Automatique. A-t-il enlevé le chargeur ? Il a dû le faire à Augusta.
Peyton s'assit lourdement sur le siège du Standard. Il était soudain pris d'une immense envie de tout bazarder. « À vous !»« Non, il ne doit pas y toucher. Vous m'avez bien compris ? » ?»« Bien compris, » répéta Henry. « Je vais laisser un message au labo de balistique, lui disant de laisser les foutues balles dans le foutu chargeur, jusqu'à ce qu'on ait éclairci cette dernière histoire à la con. » Il éprouvait un plaisir enfantin à l'idée que ses propos se baladaient sur les ondes, et à se demander combien de journalistes les captaient sur leur Bearcat. « Écoutez, docteur, il vaudrait mieux ne pas parler de cette affaire à la radio. À vous. »« Laissez tomber les bonnes manières, » rétorqua sèchement Van Allen. « Il s'agit de la vie d'un homme, lieutenant Peyton. J'ai essayé de vous avoir au téléphone, mais c'était impossible. Dites à votre Friedman d'examiner soigneusement ses mains et de vérifier qu'il n'est pas égratigné, qu'il n'a pas la moindre petite égratignure. Si c'est le cas, qu'il se rende immédiatement à l'hôpital le plus proche. Je n'ai aucun moyen de savoir si cette saloperie se trouvait sur le chargeur, aussi bien que sur la balle elle-même. Et ce n'est pas le genre de truc avec lequel il faut prendre le plus petit risque. Cette cochonnerie est un produit mortel. À vous. »« Bien reçu !» s'entendit répondre Peyton. N'importe où, pourvu que ce ne fût pas ici. Mais tant qu'à être ici, il regrettait l'absence d'Alan Pangborn. Depuis qu'il était arrivé à Castle Rock, il se sentait de plus en plus comme Jeannot Lapin tombé dans le pot de colle. « Qu'est-ce que c'est ? À vous !»« On n'en sait encore rien. Pas du curare, parce qu'il n'y a eu de paralysie que tout à la fin. En plus, le curare est relativement indolore et M. Beaufort a énormément souffert. Tout ce que nous savons, c'est que cela démarre lentement, et puis que ça se lance comme un jumbo. À vous. »« C'est tout ? À vous. » »« Bordel, ça ne vous suffit pas ?» suffoqua Van Allen. « Si, il faut bien. À vous. »« Soyez déjà content. » »« Veuillez répéter, à vous. » À travers la marée montante de l'électricité statique, il entendit le docteur Van Allen dire « Soyez déjà content de ne pas avoir ce pistolet à garder, et de ne pas être obligé de vous demander s'il a commis d'autres dégâts. À vous. » »« Bien dit, l'ami. Terminé pour moi. » Cora Rusk s'engagea sur Main Street et se dirigea à pas lents vers le bazar des rêves. Elle passa à hauteur d'une fourgonnette Ford Ecoline de la chaîne WPTD5, c'était écrit en grandes lettres sur le côté, mais ne vit pas Danforth Keaton qui, depuis le siège du conducteur, la regardait avancer sans ciller. De toute façon, elle ne l'aurait probablement pas reconnu. Buster était devenu, si l'on peut dire, un homme nouveau. Et même si elle l'avait aperçu et identifié, elle n'y aurait prêté aucune attention. Elle avait ses problèmes et ses chagrins. Surtout, elle avait sa colère. Mais aucun de ces sentiments n'avait de rapport avec la mort de son fils. Cora Rusk tenait à la main une paire de lunettes de soleil cassées. Elle avait bien cru que les policiers n'arrêteraient de l'interroger que lorsqu'ils l'auraient rendue folle. « Allez-vous-en » avait-elle envie de leur crier. « Cessez de me poser toutes ces questions stupides sur Brian. Arrêtez-le s'il fait des bêtises, son père arrangera l'affaire. Il n'est bon qu'à ça, arranger des affaires d'ailleurs. Mais allez-vous-en, j'ai rendez-vous avec le King. Et je ne vais tout de même pas le faire attendre. » À un moment donné, elle avait aperçu le shérif Pangborn appuyé au chambranle de la porte, bras croisés, et elle avait été sur le point de lâcher exactement ça, se disant que lui la comprendrait. Il n'était pas comme les autres, il était de la ville, il serait au courant pour le bazar des rêves, il y avait sûrement acheté quelque chose. Oui, il comprendrait. Sauf que M. Gaunt lui avait parlé dans la tête exactement à ce moment-là, de sa voix toujours aussi calme et raisonnable. « Non, Cora, ne lui parle pas. Il ne comprendrait pas. Il n'est pas comme toi. Ce n'est pas un bon client. Dis-leur que tu veux aller à l'hôpital voir ton autre fils. Tu seras débarrassé d'eux, au moins pour un moment. Après, ça n'aura plus d'importance. » C'était donc ce qu'elle avait déclaré, et ça avait marché comme un charme. Elle avait même réussi à s'arracher une larme ou deux, en pensant, non pas à Brian, mais à ce que devait ressentir Elvis à tourner en rond à Graceland sans elle. Pauvre King perdu. Ils étaient partis, sauf 2 ou 3 qui restèrent dans le garage. Cora ne savait pas ce qu'ils y fabriquaient, ni ce qu'ils pouvaient bien vouloir, et elle s'en moquait. Elle s'empara de ses lunettes magiques, grimpa dans sa chambre, enleva prestement sa robe, s'allongea sur le lit, et mit les verres sur son nez.
Elle se retrouva sur le champ à Graceland. Le soulagement, l'impatience et une excitation sexuelle stupéfiante s'emparèrent d'elle. Elle escalada l'escalier en courbe, fraîche, nue, et s'élança sur le palier orné de tapisseries de jungle, un palier aussi large qu'une autoroute. Elle s'avança jusqu'à la double porte du fond. Ses pieds faisant un bruit soyeux sur la profonde moquette. Elle vit ses doigts se refermer sur la poignée. Elle poussa les 2 battants, révélant la chambre à coucher du King. Une pièce tout en noir et blanc, mur noir, tapis blanc pelucheux, double rideau noir, dessus de lit à décor blanc, sauf le plafond peint en bleu nuit et où scintillaient 1000 étoiles électriques. Puis elle regarda le lit. Et c'est là qu'elle fut frappée d'horreur. Le King y était bien couché dessus, mais le King n'était pas seul. Assise sur lui, le chevauchant comme si c'était un étalon, il y avait Mira Evans. Elle avait tourné la tête et regardé Cora au moment où la porte s'était ouverte. Le King continuait de regarder Mira, clignant de ses yeux bleus endormis. « Mira ? Qu'est-ce que tu fiches ici ?» s'était exclamé Cora. Eh bien, Avait répondu l'autre d'un ton suffisant. je ne passe pas vraiment l'aspirateur. Cora, complètement abasourdie, cherchait un peu d'air à respirer. « Ça alors ? Elle est raide, celle-là !» s'écria-t-elle, retrouvant sa voix en même temps que de l'air. « Raide, mais pas pour toi. » Répondit Mira, jouant de plus en plus vite des hanches. Et enlève donc ces lunettes ridicules. Tant que t'y es, elles te rendent grotesque. Sors d'ici. Retourne à Castle Rock. On est occupé. N'est-ce pas, Elvis ? Tout juste, mon bijou. Aussi occupé que de punaises dans un tapis. Son horreur se transforma en rage, et sa paralysie la quitta brusquement. Cora se précipita sur sa soi-disant amie, avec l'intention bien arrêtée de lui arracher les yeux. Mais lorsqu'elle brandit la main, toute griffe dehors, Mira, sans interrompre un instant ses déhanchements, lui arracha les lunettes de soleil d'un geste vif. La surprise lui fit fermer les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, ce fut pour se retrouver sur son propre lit. Les lunettes de soleil gisaient au sol, les 2 verres en miettes. « Non !» gémit Cora, en quittant péniblement son lit. Elle avait envie de hurler, mais une voix intérieure, une voix qui n'était pas la sienne, la mit en garde contre les policiers qui se trouvaient encore dans le garage, et accourraient en l'entendant. « Non ! Non ! Je vous en supplie, non !» Elle avait essayé de remettre les morceaux de verre brisés dans leur monture d'or à la forme aérodynamique, effort futile, ils étaient en pièces. « Cassé par cette putain de salope de diablesse ! Cassé par son amie, Mira Evans, son amie qui avait aussi trouvé, mais comment, le chemin de Graceland, son amie qui, en ce moment même, alors que Cora tentait de reconstituer un objet précieux, irrémédiablement détruit, faisait l'amour avec le King. Elle releva la tête. Ses yeux se réduisaient à 2 fentes brillantes. « Ah, elle en veut une raide dans le corps !» murmura-t-elle d'une voix rauque. « Elle va pas être déçue !» Elle lut le panneau dans la vitrine du bazar des rêves, resta plantée devant un moment, réfléchissant, puis fit le tour pour gagner l'allée de service. Elle frôla Francine Pelletier, qui en sortait en glissant quelque chose dans son sac à main. C'est à peine si Cora lui jeta un regard. Elle aperçut bientôt le Landgaunt, debout derrière une table de bois, posée en travers du seuil de son arrière-boutique comme une barricade. « Ah, Cora !» s'exclama-t-il. « Je me demandais quand vous alliez venir. »« Cette salope !» cracha-t-elle. « Cette superbe salope hypocrite ! Je vous prie de m'excuser.
observa Gaunt avec la plus exquise courtoisie. Mais il semble que vous ayez oublié 1 ou 2 boutons. De son index trop long, il lui montra le devant de sa robe. Cora avait enfilé le premier vêtement qui lui était tombé sous la main, et n'en avait fermé que le premier bouton. En dessous, la robe bâillait sur les boucles de ses poils pubiens. Son ventre, gonflé par une trop grande absorption de gâteaux salés ou sucrés pendant Santa Barbara et autres séries du même genre, en écartait les pans de sa courbe prononcée. « Personne n'en a rien à foutre !» rétorqua-t-elle. « Moi, certainement pas, en tout cas. » répondit Gaunt d'une voix sereine. « Puis-je vous aider ?»« Cette pute baise avec le King. Elle a cassé mes lunettes de soleil. Je veux la tuer. »« Vraiment ?» fit Gaunt en relevant les sourcils. « Je ne peux pas dire que je ne vous comprenne pas, Cora. Il est possible qu'une femme qui vole l'homme d'un autre mérite de vivre. Je ne me permettrai pas de me prononcer sur un tel sujet, car, ayant été dans les affaires commerciales toute ma vie, je ne sais que bien peu de choses sur les affaires de cœur. Mais une femme qui casse délibérément le bien le plus cher d'une autre femme, voilà une chose des plus sérieuses. Vous ne trouvez pas ? » Elle commença à sourire, d'un sourire dur, d'un sourire impitoyable, d'un sourire qui ne trahissait plus que de la folie. « Vous avez foutrement raison !» Monsieur Gaunt se tourna un instant. Lorsqu'il fit de nouveau face à Cora, il tenait un pistolet automatique à la main. « C'est peut-être un objet dans ce genre que vous cherchez ?» demanda-t-il.